entre enjeux et défis. Une succession d'événements. Une halte sur un fait, une actualité. L'événement qui aura marqué la semaine. L'événement du Sahel. Un rendez-vous hebdomadaire destiné à décortiquer, analyser et commenter l'actualité phare du Sahel. Présenté par Zine Chafaoui. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM, nous sommes le samedi 25 janvier 2025. Bienvenue dans l'événement du Sahel, une émission hebdomadaire destinée à décrypter les principaux événements qui ont marqué la semaine africaine. Nous reviendrons dans le numéro d'aujourd'hui sur le retour de Trump au pouvoir aux États-Unis et son impact sur la relation entre l'Afrique et les États-Unis. Le numéro d'aujourd'hui est intitulé « Quelle relation entre l'Afrique et les États-Unis ?» Donald Trump a prêté serment le 20 janvier 2025 lors d'une cérémonie au Capitole à Washington, revenant ainsi au pouvoir et devenant officiellement le 47e président des États-Unis. À l'occasion, il a prononcé un discours d'environ 30 minutes dans lequel il a rappelé les grandes lignes de son programme et annoncé ses priorités. Le nouveau locataire de la Maison-Blanche ne s'est pas trop étalé sur les dossiers de politique étrangère, préférant plutôt axer sur les questions de politique interne. Concernant les dossiers de politique étrangère, Donald Trump s'est contenté de promettre de rehausser la position des États-Unis sur la scène internationale, affirmant que le déclin de l'Amérique est terminé. Le fer de lance de sa diplomatie est Marco Rubio. L'ancien sénateur de Floride a proposé lors de l'audience de confirmation pour sa nomination en tant que futur secrétaire d'État une vision plutôt ambitieuse pour l'avenir des relations entre les États-Unis et l'Afrique. Une approche en rupture, il faut en convenir, avec celle qui avait caractérisé le premier mandat de Trump. Quelle attitude Donald Trump adoptera-t-il vis-à-vis de l'Afrique ? La relation entre les États-Unis et l'Afrique sera-t-elle essentiellement transactionnelle ? En quoi consiste l'approche de Marco Rubio à l'égard de l'Afrique ? C'est ce dont nous allons débattre dans le numéro de l'événement du Sahel d'aujourd'hui. Alors pour en parler, il y a avec nous Ahmed Kateb, ancien directeur de Canal Algérie et actuellement chercheur en sciences politiques. Bonjour Ahmed Kateb. Bonjour Zine Chafaoui, bonjour Mokharanet Ouarabi et bonjour à tous les auditeurs d'Ifriqiya FM. Merci Ahmed Kateb, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir. Nous serons également accompagnés dans ce numéro de l'événement du Sahel par Mokharanet Ouarabi, journaliste et consultant de l'émission. Monsieur Mokharanet Ouarabi, bonjour. Bonjour Zine Chafaoui, bonjour Ahmed Kateb et à tous ceux qui nous écoutent actuellement sur Ifriqiya FM. L'événement du Sahel. Alors bonjour à vous messieurs. Première question, Ahmed Kateb. Avez-vous un commentaire sur le discours d'investiture de Donald Trump, un discours de 30 minutes dans lequel il a serré l'essentiel de ses priorités à la tête des États-Unis d'Amérique, première puissance mondiale. C'est un discours digne de Donald Trump. Oui. Il marque une rupture avec la présidence Biden, ça c'est clair. Oui. Il revient à ses fondamentaux et puis avec un ton messianique certain, bien sûr, celui d'un survivor, de quelqu'un qui a survécu à une tentative d'assassinat et à une pseudo-deuxième tentative d'assassinat, soi-disant commanditée par l'Iran. Donc on voit un Trump impérial, arrogant, qui arrive et qui veut imposer sa vision du monde, oui, au monde justement. Première victime de Trump, c'est clairement les Européens. Oui. Lui qui a dans le viseur la Chine va essayer tantôt avec la carotte, tantôt avec le bâton de négocier, de commercer et d'avoir des rapports avec Pékin, mais ce qui est sûr,
c'est que les premières victimes sont les Européens. En second lieu, on peut citer également les Ukrainiens, qui ont beaucoup misé sur l'administration Biden, sur les aides de l'administration Biden, alors que Trump... Dans leur face-à-face avec la Russie. Oui, tout à fait. Alors que Trump avait dit, si j'étais au pouvoir, cette guerre n'aurait pas eu lieu. Et si je reviens à la tête des États-Unis, je plierai cette guerre en 48 heures. Bon, c'est une façon de parler, Oui. mais on voit qu'il va négocier directement avec Poutine, et une négociation qui ne sera pas en faveur des Ukrainiens. Peut-être troisième victime, ça sera les Israéliens. On a vu comment le négociateur de Trump a forcé la main à Netanyahou pour accepter un cessez-le-feu déjà prêt en mai 2024. Donc Trump a les moyens de sa politique, c'est un businessman et il entend bien marchander à chaque fois. Donc on est dans une logique de marchandage, De transaction. Ça va marquer le mandat de Trump, le deuxième mandat de Trump, celui d'un grand transactionnaire devant l'Éternel. Merci Ahmed Katoub pour ces premiers éléments. Mourane Touarabi, avant d'approfondir la réflexion ou l'analyse concernant le programme de Donald Trump, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les circonstances de la réélection de Donald Trump à la magistrature suprême aux États-Unis? Alors, c'est la première fois c'est la première fois en 132 ans qu'un président accède à la présidence aux États-Unis. De mandats non successifs. Oui, voilà, il a 2 mandats non successifs aux États-Unis. Tout donc à fait. c'est quand même... Tout à fait. Cela connote, cela démontre sa volonté, effectivement. Ça a de gagner, de venir au pouvoir. C'est un homme très déterminé. Si on jette un coup d'œil sur son parcours, comment il est devenu milliardaire, on voit que c'est un homme, quand il fixe un objectif, il met les moyens et l'énergie nécessaires pour l'atteindre. Et c'est ce qu'il a fait, effectivement. Il n'a jamais reconnu, il a mis quand même, durant les 4 années de gouvernance de Biden, l'Amérique sous une forte tension politique en raison de son refus de reconnaître sa défaite, ce qui constitue une première dans les annales de la démocratie américaine. Oui. Un président qui ne reconnaît pas sa défaite, on accusant l'administration d'avoir favorisé l'élection de Biden. Il a affronté la justice avec plusieurs affaires auxquelles il a répondu pendant toute cette période, mais il n'a pas abandonné la politique ni sa volonté justement de revenir au pouvoir. Il a pulvérisé tous ses adversaires au sein des républicains, au point où même les plus réticents par rapport à sa façon de voir les choses, à sa manière de concevoir la politique, ont fini par se rallier à son camp et à le soutenir même tièdement. Et c'est ce qui a fait que tous les républicains se sont donc mobilisés autour de son programme et de sa candidature. Et l'élection, quand on a vu les résultats, on a constaté qu'il a réussi aussi à gagner beaucoup de voix qui n'étaient pas des hispaniques, qui lui n'étaient pas favorables au départ. On a vu la carte électorale américaine devenir toute rouge. Donc c'est un homme politique qui revient en force en tant que président pour un second mandat qu'il promet d'être différent du premier mandat sans s'éloigner des fondamentaux auxquels il tient beaucoup dans sa politique intérieure et étrangère. Oui. Alors, Ahmed Katoub, Donald Trump, pour revenir à la Maison-Blanche, il a dû affronter 2 principaux adversaires. Alors, d'un côté, naturellement, il avait en face les démocrates, avec Kamala Harris, et il avait aussi l'establishment américain. Donc, il a dû
il a dû ramer à contre-courant pour justement assurer sa victoire. Pourquoi l'establishment américain ne voulait pas spécialement d'un profil comme tel que celui de Trump? Le profil de Trump ne cadre pas avec celui de l'establishment. Oui. Celui de la côte est américaine, un peu démocrate, même s'ils sont républicains, mais ils sont nourris aux grandes écoles de pensée type européenne, fin 19e, début 20e siècle. Donc on est dans une logique de démocratie, de parlementarisme, on comprend mieux les mécanismes du Congrès américain, Oui. les compromis entre les deux partis, etc. Trump n'est pas catégorisé. Est-ce que ce n'est pas dû à sa volonté justement de réformer l'administration, l'État fédéral, sa volonté de faire moins de guerres, sa volonté de bouleverser complètement ou de réformer complètement le fonctionnement de l'administration américaine? En tout cas, on l'a vu déjà lors de son premier mandat. Il a créé la surprise en battant la grande favorite de l'establishment, Hillary Clinton. Oui. Il l'a battue à plat de couture. Et on a vu un déchaînement du dit establishment contre sa personne, accusant même les Russes de lui avoir porté un coup de main en bidonnant les résultats. Oui. Donc on voit aujourd'hui le même establishment à l'œuvre. Pourquoi? Parce que Trump est un anticonformiste. Oui. Il le dit dans son discours d'investiture. Il a beaucoup critiqué l'establishment qu'il a qualifié d'establishment d'administration corrompue. C'est son ennemi intime. Oui. Et c'est l'establishment qui a monté toutes les cabales judiciaires contre Trump. Oui. Et on comprend le retournement de situation, comment Trump a su gagner en ayant d'abord Elon Musk à ses côtés. Il a gagné la Big Tech. Oui. Et si mes données sont bonnes, je crois qu'il a à ses côtés pas moins de 18 milliardaires. 18 milliardaires, tout à fait. Dont deux, ils sont dans son administration. Dans son administration. Oui. Donc on voit que Trump a su renverser la vapeur et inverser la dynamique qui était en cours pour le mettre en prison. Oui. Bien au contraire, il a su rebondir, revenir, faire une nouvelle OPA sur le Parti républicain. Oui. Parce que, il faut le dire, le Parti républicain, en termes classiques, n'existe plus. C'est le Parti MAGA. Oui. Make America Great Again. Oui. Le Parti républicain, tel qu'on l'a connu sous Reagan, sous Bush, n'existe plus. Il a opéré une mue, il a été siphonné par Trump et ses soutiens. Donc, on est dans une nouvelle logique. Oui, il y a une trumpisation du Parti républicain. Plus qu'une trumpisation. Le parti a été complètement métamorphosé. Oui. Et on voit aujourd'hui un Trump qui arrive avec de grandes idées. D'abord, démonter la bureaucratie fédérale. Et qui mieux, selon lui, pour être à la manœuvre? Elon Musk. Donc, parmi les mesures, c'est, par exemple, d'arrêter le télétravail. Parce que pour lui, le télétravail arrange des dizaines, des centaines de milliers de fonctionnaires qui travaillent chez eux. Oui, donc, ça. pour Elon Musk, comment peut-on apurer l'administration? C'est en poussant ces gens à la démission, à travers la fin de cette convenance, disons, de travail qui leur permettait de travailler à distance. Aujourd'hui, on a ce petit exemple, mais qu'on peut un petit peu décupler et dupliquer par rapport à d'autres mesures qui vont venir. On voit que Donald Trump est pressé d'en finir avec le monstre bureaucratique fédéral. Oui. Et Trump, là, est dans une promesse électorale. Pourquoi? Parce que, si vous vous rappelez, il y a 1 an et quelques, l'accident du pont de Baltimore. Oui. Cela révèle une déliquescence des infrastructures fédérales, des infrastructures publiques. On le voit avec les incendies en Californie. Aussi, on est dans le temps une de réaction situation, a été très long. On est dans une situation où le petit peuple américain
veut des changements spectaculaires, radicaux, Oui. pour finir avec la médiocrité ambiante. Est-ce que la victoire de Trump ne s'explique pas aussi par le décalage du discours des démocrates? Les démocrates sont dans une logique de wokisme. Ils sont dans une logique Est-ce que les démocrates de genre. ne payent pas, par exemple, leur position sur la guerre génocidaire à Gaza, sur un constat faussé sur la situation de la société américaine? C'est plutôt la deuxième hypothèse, Oui. parce qu'il faut le reconnaître. La politique étrangère pèse très peu Oui. sur les enjeux électoraux Oui, mais on l'a vu, aux États-Unis. les manifestations dans les campus américains, On a vu, la mobilisation. certes, mais Il y a un électorat hispanique, un électorat musulman qui a été extrêmement déçu de la politique extrêmement de déçu, mais Biden et de la campagne de Kamala Harris. l'électorat musulman n'est pas un faiseur de roi. Oui, Il n'a même pas la taille de l'électorat de couleur, qu'il soit hispanique ou noir. Oui. On parle même pas de l'électorat juif qui, lui, oui. est un électorat faiseur de roi, parce qu'il mobilise la finance, parce qu'il mobilise les médias, et parce qu'il mobilise l'establishment, Oui. l'entertainment, donc toute la société du spectacle. L'électorat musulman est infiniment sous-représenté et ne peut faire les présidents Oui. des États-Unis. Donc, la proportion de l'acte génocidaire israélien à Gaza est certes en termes d'onde de choc très importante, mais pour peser sur l'électorat, je ne le pense pas. Mais ce qui a sont pesé, les ruisseaux qui font les mais grands fleuves aussi. attention, Oui, ce qui a pesé, c'est le way of life. oui. C'est la manière de vie des Américains, c'est la paupérisation grandissante, Oui. c'est L'inflation. c'est le problème du logement, Oui. c'est l'accès au logement, c'est l'accès à l'enseignement. C'est l'énergie qui coûte cher. de Ce plus en sont plus. toutes Oui. ces questions qui intéressent l'Américain lambda dans sa vie quotidienne de tous les jours, Oui. qui ont pesé et qui ont fait balancer la balance en faveur de Donald Trump. Très bien. Moukhran et Touarabi, alors presque aucun président américain depuis au moins ces 20-30 dernières années n'a eu autant d'indicateurs au vert. Alors Trump a remporté le vote des grands électeurs, il a remporté le vote populaire à 49 millions, alors que Kamala Harris avait 47 et quelques ou presque 48. Il a le soutien du Sénat et de la Chambre des représentants. Tout à fait. Aujourd'hui, en termes de légitimité, peu de présidents américains peuvent se prévaloir de la légitimité dont bénéficie aujourd'hui Donald Trump. Tout à fait. Aujourd'hui, il a tous les leviers du pouvoir américain pratiquement. Oui. Au niveau du Congrès, donc les portes sont ouvertes parce qu'il a la majorité et peut passer ses politiques le plus normalement du monde. Oui. Et on le voit d'ailleurs par rapport au choix du membre de son administration qui ont été quasiment tous les choix, tous les noms Oui. qu'il a soumis ont été acceptés Oui. parce que c'est les républicains qui sont là. Donc il n'y aura pas d'entrave à sa politique au niveau national ou au niveau international. C'est un homme, je disais, qui revient en force, justement parce qu'il a une forte légitimité populaire. Oui. Bien sûr, avec tout ce qu'on connaît de Trump, avec ses excès et son ton provocateur, et cette volonté de dominer le monde et d'imposer sa façon de voir en tant que homme d'affaires. Il a une conception assez entrepreneuriale de la chose politique. On voit d'ailleurs quand il parle du retour en force de l'Amérique sur le plan interne avec la nomination de 2 hommes d'affaires
qui vont s'occuper justement des coupes budgétaires qui vont être très importantes et qui vont certainement impacter la présence américaine à l'international. On aura peut-être l'occasion de parler de ça, mais déjà au niveau américain, ils considèrent qu'il n'est plus question de dépenser de l'argent pour encourager la médiocrité. Oui. Est-ce qu'il va faire ou pas? Non, mais en tout cas, il a mis en place une administration. Comme vous l'avez dit, il a donc un congrès qui est avec lui et pour le moment, il a un soutien populaire très fort. Très fort. Très bien. Ahmed Kateb, revenons au discours de 30 minutes de Trump qu'il a donné juste après sa prestation de serment sous la rotonde du Sénat, du Capitole. Discours de 30 minutes, mais c'est un discours qui n'a laissé que très peu de place aux questions internationales. Trump a préféré surtout focaliser sur les questions de politique interne. La preuve, c'est que les premiers décrets présidentiels signés concernent justement des dossiers de politique interne, à commencer par celui de l'immigration illégale, la frontière avec le Mexique. Est-ce à dire qu'il fera peu de politique étrangère et beaucoup de politique interne? Il va faire un mix des deux. Oui. Aux États-Unis, on ne peut pas faire de la politique interne sans faire de la politique étrangère. Oui. L'un ne va pas sans l'autre. Il va d'abord donner la priorité à tout ce qui est intérieur. On l'a vu, les premiers décrets concernaient les États-Unis de prime abord. Maintenant, il va pouvoir, d'ici quelques jours, s'occuper d'au moins deux grands dossiers. Celui du Moyen-Orient et celui de l'Ukraine. Parce qu'il en a parlé énormément. Il s'y est investi personnellement. Pour Gaza, il avait déjà son émissaire spécial à Doha pour les négociations. Et c'est lui qui a fait balancer en faveur du cessez-le-feu. Et la question ukrainienne, bien évidemment, parce que Trump veut un peu de répit avec la Russie pour se retourner en direction de la Chine. Donc il veut stabiliser la Russie. On est toujours dans cette ancienne politique héritée du couple Nixon-Kissinger, donc la diplomatie triangulaire pour balancer l'influence américaine entre la Chine et la Russie, donc anciennement Union soviétique. Donc on préfère le moins mauvais. Aujourd'hui, le moins mauvais pour Trump est logiquement la Russie de Poutine. C'est le partenaire le moins mauvais parce qu'il axe lui-même toute son énergie pour contrer la montée en puissance de la Chine. Donc il essaie de découpler la Russie de la Chine pour s'occuper de Pékin. Donc on va voir, d'ici quelques jours, il y a une dynamique. Les Russes se montrent très attentifs aux signaux qui viennent de Washington, de la Maison-Blanche. Et on parle d'un appel téléphonique imminent entre Poutine et Trump. Et on parle même d'une rencontre, on ne sait pas quand ni où, entre les deux hommes. Très bien. Mqorana Touarabi, pourquoi je parle de priorité de l'intérieur sur l'extérieur sous Trump? Parce que il y a aujourd'hui, l'équipe de Trump fait un constat clair. Les États-Unis subissent une sorte de déclassement, un déclassement qui risque d'être préjudiciable pour son leadership international. Tout à fait. Alors, la Chine, principal concurrent géopolitique et géostratégique des États-Unis, a rattrapé son retard pratiquement dans tous les domaines, à tel point qu'ils sont devenus aujourd'hui leaders en termes de technologie, etc. Dans très peu de temps, ils risquent d'égaler, sont capables d'égaler les États-Unis. Aujourd'hui, alors Trump et son équipe voient le feu en la demeure. Donc aujourd'hui, leur défi premier est de faire en sorte à ce que les États-Unis restent premiers. Et donc c'est pour ça que
il s'est engagé à réformer l'économie, il s'est engagé à relancer des secteurs extrêmement sensibles, comme le secteur de l'intelligence artificielle, secteur auquel il a décidé de consacrer près de 500 milliards de dollars sur 4 ans. C'est énorme. Ouais, bien sûr. C'est énorme. Aujourd'hui, le souci premier de Trump est de faire en sorte à ce que les États-Unis restent pour les 50 ou les 100 prochaines années encore leaders à travers le monde d'un point de vue économique, d'un point de vue financier, d'un point de vue stratégique et militaire. Oui, il dit qu'il va rendre à l'Amérique sa grandeur. Oui. Ça, c'est le fameux MAGA. Et America First, ça veut dire Oui. c'est l'Amérique d'abord, les États-Unis d'Amérique d'abord. Mais une prise de conscience que l'Amérique aujourd'hui, avec les moyens qu'elle a, elle risque de ne pas Au pouvoir fait, tenir la route face à la Chine. Donc c'est pour Tout ça à fait. qu'il y a... Au fait, qu'est-ce Oui. qui s'est passé ils le disent ouvertement aussi quand vous écoutez le chef du département d'État, Marco Rubio. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que finalement, on s'est trompé d'analyse, on s'est trompé de direction en pensant qu'à travers la globalisation économique, nous allons, en quelque sorte, éliminer le communisme. Oui. Donc faire tomber le Parti communiste chinois. Oui, Et ça l'a renforcé. ça veut dire ramener la Chine. En ramenant la Chine dans la sphère économique globalisée, Oui. nous allons aussi la ramener sur le plan politique à rejoindre donc, le monde démocratique conduit par l'Occident, à sa tête les États-Unis d'Amérique. Ça n'a pas fonctionné puisque la Chine aujourd'hui arrive en fait à cohabiter avec un parti communiste et un système ouvert libéral. Oui. Un état de système. Voilà, un état de système. Et là, les États-Unis d'Amérique sont dans une position de remise en cause de cet ordre mondial qu'ils ont eux-mêmes conçu et mis en place. Trump, il pense qu'aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique doivent revenir aux fondamentaux de la diplomatie. Qu'est-ce qu'il appelle les fondamentaux? C'est le bilatéralisme, au lieu d'aller vers le multilatéralisme. C'est une sorte de remise en cause de la mondialisation. De la mondialisation. Et aujourd'hui, sur le plan interne, l'un des dossiers qu'il a décidé de mettre en place, justement, et qui touche sa politique étrangère, c'est l'immigration. Oui. Donc c'est un dossier phare pour lui. Et les États-Unis d'Amérique ne doivent pas rester ouverts à la circulation des personnes qui a été consacrée par des chartes internationales. Aujourd'hui, ils ont mis en cause la libre circulation des personnes. Il a dit qu'il n'est plus question d'accepter des gens venir aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il considère que l'immigration massive aux États-Unis affaiblit l'économie américaine, crée des défis sur le plan socio-économique immenses que les États-Unis d'Amérique tels qu'ils sont aujourd'hui auxquels ils ne peuvent pas répondre. Donc il ne faut pas oublier que les États-Unis d'Amérique est un pays surendetté avec plus de 30 000 milliards de dollars. Je crois que nous de sommes dette. pas loin des 90 000 milliards de dollars de dette, avec un service de la dette très important. Très important. Le gros de la dette est entre les mains des pays asiatiques, à leur tête la Chine. Donc aujourd'hui, il y a toute cette politique intérieure de réforme qu'il va mettre en place et qui va bien évidemment créer beaucoup de mécontentement, bien évidemment, parce qu'il y aura des pertes d'emplois, il y aura des syndicats qui vont protester et tout. Mais c'est ça sa stratégie pour rendre à l'Amérique sa grandeur. Sa grandeur. Alors, dernière question de cette première partie de l'émission, Ahmed Kateb. L'un des principaux défis de Trump, il l'a encore dit durant son discours d'investiture. Aujourd'hui, Trump ambitionne de faire à nouveau des États-Unis une grande puissance industrielle. Alors, autant il y a une cinquantaine d'années, on a assisté à un mouvement de localisation des entreprises américaines en Asie, en Europe, etc. Aujourd'hui, on va probablement assister à un mouvement inverse qui consiste à relocaliser les entreprises américaines aux États-Unis pour faire des États-Unis une puissance industrielle. Tout à fait, parce que Trump en a fait déjà un de ses chevaux de bataille lors de son premier mandat, réindustrialiser le pays, donc, et son électorat premier, et justement les déshérités de cette désindustrialisation massive du pays.
Donc on voit qu'il est très important pour Trump à coup de taxes, bien sûr, émis contre la Chine, contre l'Europe ou contre ceux qui refusent la politique américaine, à coup de taxes, donc faire revenir les usines de Chine, d'Asie du Sud-Est, d'Europe, en direction des États-Unis et du Mexique, pour que cela puisse profiter à ses électeurs, au petit peuple américain. L'événement du Sahel. Alors, comme nous l'avons vu, Ahmed Kateb, Donald Trump a deux fers au feu durant ce second mandat à la Maison-Blanche. Donc, énormément de dossiers de politique interne, mais il y a aussi des dossiers de politique étrangère. Bon, durant son discours d'investiture, Ahmed Kateb, Trump ne s'est pas beaucoup prononcé sur les dossiers de politique étrangère, préférant les laisser à son secrétaire d'État Marco Rubio. Donc, bien évidemment, comme nous l'avons dit en première partie d'émission, l'attention des États-Unis se focalisera sur l'Asie Pacifique. Donc, les États-Unis, encore une fois, et c'est presque une constante de la politique américaine ces 20 dernières années, s'intéressera beaucoup à la Chine, mais il y aura aussi les questions de la crise au Moyen-Orient et de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ahmed Kateb, on n'a pas vu Trump se parler de la Chine durant sa campagne présidentielle, mais il n'empêche que la Chine, on en a parlé devant la Commission des Affaires étrangères du Sénat le 15 janvier 2025. Et c'est le sénateur de Floride, qui a hérité du poste qui est le successeur d'Anthony Blinken en qualité de secrétaire d'État, qui a beaucoup parlé de l'Afrique. Oui, il a parlé de l'Afrique parce que l'Afrique est le grand absent dans le discours électoral et le discours d'investiture de Donald Trump. Le candidat Trump n'a pas une seule fois prononcé le mot Afrique, et lors de son discours d'investiture non plus. Alors la question qui se pose, Ahmed Kateb, est-ce que Donald Trump aura la même attitude à l'égard de l'Afrique que celle qu'il a eue durant son premier mandat? Là, je suis pas si sûr que ça. Pourquoi? On a vu un premier mandat où Trump était condescendant par rapport à l'Afrique. Il n'a même pas cherché à visiter le continent ou à recevoir en grande pompe les principaux dirigeants, hormis l'ancien président du Nigeria. Je pense qu'il n'a reçu pratiquement aucun dirigeant africain. Évidemment, le Covid aidant, donc... Il les a reçus en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc c'est une sorte de visite de courtoisie. C'est pas une visite, disons, importante de chef d'État africain aux États-Unis. Même son secrétaire d'État n'a pas beaucoup voyagé en Afrique. Pratiquement pas. Aujourd'hui, la donne change. Si on met en relation les tweets d'avant investiture qui parlent du Panama, du Canada et du Groenland, et ce que dit Marco Rubio lors de son audition au Sénat pour son investiture en tant que secrétaire d'État, on peut comprendre qu'il y a une sorte de recentrage stratégique et que l'Afrique retrouve quand même une place importante. Pourquoi? Dans le dispositif non seulement du secrétariat d'État, mais dans la vision de Trump. Tout à fait. Pourquoi? Parce que Trump veut sanctuariser l'Amérique du Nord. Ce n'est pas nouveau. Et cette sanctuarisation se fait par rapport à la Chine. Et quel est le continent qui fait face à l'Amérique du Nord, en partie, mais surtout du Sud, et qui voit les investissements chinois et l'avancée chinoise monter d'une manière exponentielle? C'est bien l'Afrique. Donc, on voit que l'administration Trump regarde d'un œil nouveau le continent africain, la présence chinoise en Afrique, et les perspectives de partenariat américano-africaine. Comment?
à travers d'abord une sorte de politique de découplage que Washington va effectuer, un découplage entre les pays africains et la Chine. Oui. Vous voulez dire, Ahmed Kateb, que l'Afrique va devenir un terrain de jeu de la rivalité sino-américaine? Davantage. Oui. Ça va devenir davantage un terrain de jeu dans la grande rivalité, le grand jeu sino-américain. Mais pour le moment, Mokhtar Touarabi, c'est un dossier sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Pour le moment, force est de constater que la Chine en Afrique bat à plate couture les États-Unis. Vous avez des échanges commerciaux qui avoisinent les 200 milliards de dollars rien qu'en 2024. Oui. La Chine est le seul pays au monde à être présent partout en Afrique, dans les 54-55 pays africains. Disons 54. 54, puisque le Sahara occidental n'a pas encore accédé à son indépendance. Il y a le problème des États-Unis qui reconnaît Taïwan et non pas la Chine populaire. Voilà, à l'exception. Oui, à l'exception, effectivement. Donc, la Chine est présente dans une bonne cinquantaine de pays en Afrique. Et donc, il sera... Et même dans cet État, il y a une petite présence économique chinoise dans cet État, parce qu'il ne lâche pas le... Alors, il faut prévoir qu'il sera difficile aux États-Unis de concurrencer la Chine sur le terrain africain. Le retard des États-Unis est rattrapable par rapport à la Chine. La Chine est présente. La Chine, c'est un grand bâtisseur en Afrique. Oui. Il est le plus grand constructeur d'infrastructures en Afrique. J'imagine mal aujourd'hui, avec Trump, voir les entreprises américaines du bâtiment ou d'autres entreprises s'installer massivement en Afrique pour construire des ponts, des bâtiments, des rails. Non, je pense la principale préoccupation aujourd'hui de l'administration Trump, c'est justement cette tendance de la Chine à dépasser la sphère économique pour aller contrôler aussi les routes du commerce. Pour les Américains, il ne faut pas que la Chine contrôle toutes les voies maritimes qui servent justement à fluidifier le commerce international, parce que bien évidemment, comme la Chine, les États-Unis ont besoin aussi du marché international, donc ils ont besoin d'augmenter leurs échanges commerciaux avec l'Afrique. Ce qui peut aujourd'hui le terrain sur lequel va se jouer la rivalité sino-américaine, c'est le contrôle des minerais. Parce que là, les matières premières, les États-Unis ont besoin des matières premières africaines, parce que ils ont une industrie technologique qui a besoin de cette matière, de ces métaux critiques, du tableau de... donc les 17 métaux critiques, et vous savez que derrière Trump, il y a toute l'armada technologique américaine qui est là et qui attend justement de ce président une politique qui va leur permettre un accès plus facile à ces minerais et ne pas dépendre de la Chine, parce que dans cette rivalité sino-américaine, la Chine aussi a une grande carte à jouer contre les entreprises américaines, qui est celle d'accéder à certains métaux critiques qui sont indispensables à la technologie américaine. Très bien. Alors, Ahmed Kateb, Marco Rubio, le nouveau secrétaire d'État américain, a plaidé donc pour une intensification de l'engagement des États-Unis en Afrique, pour offrir des alternatives plus durables et plus respectueuses des valeurs américaines. Donc là, il ne s'agit pas seulement de défendre des intérêts économiques, mais bien de maintenir un équilibre géopolitique favorable aux États-Unis. Alors, il y a deux aspects sur lesquels les États-Unis, me semble-t-il, sur lesquels les États-Unis peuvent jouer. Alors, contrairement à l'administration Biden, celle de Donald Trump n'a aucun complexe à revenir à l'exploitation massive des ressources, des énergies fossiles. Et elle compte le faire à la fois aux États-Unis et en Afrique. Donc ça, c'est important. Ils estiment que c'est important pour eux parce que cela leur permet d'avoir accès à des ressources énergétiques supplémentaires, mais aider aussi les pays africains à être indépendants en matière énergétique. Donc,
donc il y a aussi l'enjeu, comme le dit Mokhtar Touarabi, à la fois des énergies fossiles, mais aussi des matières premières. Les États-Unis est un producteur de matières premières, mais ils ont besoin aussi des matières premières africaines. C'est pour ça que l'Amérique, sous Biden, a décidé de mettre $1 milliard pour le développement du corridor du Lobito. Il y a peut-être un secteur où les États-Unis devancent la Chine, c'est le secteur de la sécurité et de la défense. Contrairement aux Chinois, les Américains sont très présents en Afrique dans le secteur de la sécurité. Ils ont beaucoup d'emprise en Afrique et ils comptent en avoir davantage puisqu'ils considèrent que l'Afrique doit être surveillée comme on surveillerait une casserole de lait sur le feu, puisque l'Afrique est devenue l'épicentre du terrorisme international. Tout à fait, malheureusement. Et Rubio, le nouveau secrétaire d'État, est en train de dresser sa stratégie par rapport à ce que les États-Unis vont faire avec l'Afrique. Oui. Donc, maintenir les emprises. Et il ne faut pas oublier qu'il y a Africom déjà, qui structure le tout. Et les Américains ont cette avancée stratégique par rapport aux Chinois qui consiste à être présents dans pratiquement tous les pays africains. Ou du moins toutes les régions. Les 5 régions africaines. Donc les États-Unis sont présents d'une manière ou d'une autre à travers des bases, à travers des facilités, à travers des accords de défense, etc. Donc, les Américains sont déjà là, sur le continent, et ils comptent justement sécuriser l'accès aux matières premières, aux métaux critiques, mais pas que, aux énergies fossiles, et peut-être l'exploitation du schiste qui va arriver massivement en Afrique. Donc, on voit que les États-Unis, comme vous l'avez si bien dit, Zine Chalfaoui, n'ont aucun complexe à revenir sur l'exploitation massive des énergies fossiles, mais surtout, ils n'ont aucun complexe à traiter avec tous les dirigeants africains sans faire fi des considérations de gouvernance, de démocratie, etc. Donc, c'est le grand changement. Donc, ils vont adopter pratiquement le paradigme chinois. Ils vont adopter le paradigme chinois qui fait fi de ces considérations éthiques, entre guillemets, en politique, alors que tout le monde sait qu'il n'y a pas d'éthique en politique, et que le business est la première des priorités, donc business as usual. Donc c'était le mot de la fin. Vous l'aurez compris, chers amis auditrices et auditeurs, nous arrivons au terme de cette émission consacrée à l'arrivée ou au retour de Trump au pouvoir aux États-Unis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de l'événement du Sahel. En attendant, vous pouvez continuer à nous écouter sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application sur Play Store. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook d'Ifriqiya FM. Alors je rappelle que cette émission a été préparée et présentée par Zine Cherfaoui. Elle a été réalisée par Aisha Zina Hammer. À la console technique, il y avait Mouad et Youssef. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM. Au revoir. Au revoir.